Excusez, mais pour les autres, rapidement, qu'est-ce que c'est le Réseau Vie? Réseau Vie, c'est une association qui existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans, qui avait été créée avec le Père Mathéo, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et en fait, sa devise dit bien ce que nous sommes. Notre devise, c'est aime, prie, agis. Ce soir, vous êtes dans le verbe aimer, parce que ce qu'on appelle aimer, c'est de bien comprendre ce qu'est la vie, de découvrir la beauté de la vie. Et plus on l'aime, plus on comprend, plus c'est facile après de la défendre. Bon, la prière, vous imaginez tout ce que c'est. Chez nous, ça se traduit quand même par des choses très concrètes. On vous invite tous les mois à un rosaire dit à Fourvière pour la vie. Tous les mois, nous avons une messe dans une paroisse différente de Lyon. On a beaucoup de chance parce qu'on a plus de paroisses que de mois dans l'année, de prêtres qui acceptent de célébrer. Et enfin, il y a aussi tout ce qui est prière dans nos réunions, etc. Et agis, c'est le dernier point très important. Nous pensons qu'il est important de faire des choses positives pour la vie. Nous pensons que de dire je suis contre pour l'avortement n'apporte plus grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Par contre, de mener des projets, et là il y a quelques personnes qui en sont témoins, dont Jean-Baptiste, qui est médecin à la présence, un cabinet médical qui respecte la vie. On a aidé à créer aussi une maison d'accueil sur Lyon. Un groupe dont j'ai déjà parlé, mais que j'aime bien en reparler, à sa deuxième réunion ce soir, c'est Post-IVG. En fait, c'est un groupe qui accueille des femmes qui ont avorté. Et il s'est constitué un groupe très complémentaire, puisqu'il y a un prêtre, une psychologue et un médecin. Et Stéphanie de Maison, qui nous rejoindra tout à l'heure, qui coordonne tout ça. En fait, ils ont une réunion où les femmes qu'ils souhaitent, qui ont avorté, viennent. Ils ont après une réunion très simple avec Stéphanie et juste ces femmes. Et à la fin de la réunion, suivant leurs demandes, ils peuvent avoir un prêtre qui les accompagne, ou une psychologue, ou un médecin. Parce qu'il y a des souffrances terribles. Donc, le Réseau Vie essaye de faire émerger ces projets et de leur donner corps. Voilà. En sortant, pour ceux qui veulent, il y a deux choses que vous pourrez prendre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce petit document qui est très intéressant puisqu'il vous donne toutes les adresses sur Lyon et le Rhône, de tout ce qui existe pour l'écoute, pour les méthodes naturelles, pour les formations, pour tout ce qui existe pour la vie. Donc vous pourrez le prendre. Et puis, pour ceux qui souhaitent, c'est un livre qu'on avait écrit il y a déjà quelques années. Il nous en reste quelques exemplaires. Voilà. Et enfin, ça c'est un travail énorme qu'a réalisé Isabelle et René Cochard. Je vais peut-être le laisser le présenter en 10 secondes, René. En 2019, à l'Institut Jean-Paul II à Rome, il a semblé bon de faire la synthèse de tous les travaux qui avaient eu lieu depuis Vatican II. C'est vrai que Vatican II a quand même lancé une dynamique de compréhension de la sexualité. Quel est le dessein de Dieu en créant la sexualité humaine et en faisant jaillir la vie de la sexualité. Donc un grand nombre de personnes ont travaillé de par le monde pendant 30 ans sur ce sujet et il était bon de faire la synthèse de tous ces sujets. Et donc 157 auteurs ont accepté de préparer un article de manière à bâtir cette grande fresque, un dictionnaire, une encyclopédie de près de 1000 pages où on a des experts des 5 continents qui donnent des choses claires sur chaque thème, tout à la fois sur des belles choses, alliance et filiation, ou sur des choses douloureuses, l'homoparentalité, ou je ne sais trop, tout à la fois scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a des articles scientifiques, et des articles philosophiques, et des articles théologiques. Il a été publié en italien en 2019, et cette année il est paru en français, et en espagnol. Il y a encore des traductions en anglais, en coréen. Voilà. Merci René. Allez, nous rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Donc j'ai la joie et l'honneur de présenter le professeur René Cochard. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie qu'on t'accueille ce soir. Alors, on est vraiment sensible à ce que tu aies accepté de conduire cette conférence ce soir parce qu'on sait que ton agenda est très chargé. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que tu as des conférences déjà pratiquement jusqu'à mi-2023. Alors j'ai demandé à Isabelle, son épouse, de m'aider un petit peu à présenter René. Donc beaucoup de choses que je vais vous dire, c'est grâce à Isabelle. Mais c'est important, je trouve, parce que
des vies sont fondées parfois sur des choses qu'on découvre dans sa jeunesse et l'idée c'est de vivre ça toute sa vie. Et c'est ce qui est arrivé à René, parce que tu as fondé ta vie sur ta foi, tu l'as orienté ta vie devant Dieu, et tu avais été très marqué par un article d'une encyclopédie d'humanité écrit par Saint Paul VI, dans lequel à l'article 27, il est écrit aux médecins et au personnel sanitaire. Nous avons en très haute estime les médecins et les membres du personnel sanitaire qui, dans l'exercice de leur profession, ont à cœur, plus que tout intérêt humain, les exigences supérieures de leur vocation chrétienne. Qu'ils continuent à promouvoir en toute occasion les solutions inspirées par la foi et par la droite raison, et qu'ils s'efforcent d'en susciter la conviction et le respect dans leur milieu. Qu'ils considèrent aussi comme un devoir professionnel l'acquisition de toute la science nécessaire dans ce domaine délicat, afin de pouvoir donner aux époux qui les consultent les sages conseils et les saines directives que ceux-ci attendent d'eux de bon droit. Cet article, me dit Isabelle, a été la pierre angulaire de ta vie professionnelle, mais aussi de tes engagements extra-professionnels et de ta vie en couple. D'ailleurs, bien que tu travailles dans les hôpitaux publics, tu as dans ton bureau le psaume 139, offert par des amis protestants. Et d'afficher ta foi ne t'a pas du tout empêché d'avoir une belle carrière dans la fonction publique. Elle a été aidée par au moins 3 qualités qui te caractérisent: l'humilité, la compétence et l'amour du prochain. Mais tout ça ne se fait pas par hasard, parce que René est un travailleur infatigable qui commence ses journées à 5 h du matin. Tu es docteur en médecine, professeur émérite à l'université Claude Bernard à Lyon, membre du pôle santé publique du CHU de Lyon, spécialisé dans la biologie de la reproduction. Tu as accompagné des dizaines et des dizaines d'étudiants dans leur thèse. Tes compétences sont reconnues au niveau international. En ce moment, tu travailles avec des chercheurs australiens sur le cycle menstruel et avec l'Afrique sur les méthodes naturelles de naissance. Tu as écrit en 2016 le petit manuel d'écologie humaine, en 2022 le livre sur le genre, et tu viens de coordonner la sortie de l'ouvrage que tu viens de nous présenter, l'encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité. Je terminerai en disant le point très important pour toi, c'est que tu es très très proche de ton épouse et avec laquelle tu partages la vie familiale mais aussi professionnelle, parce qu'Isabelle est médecin, mais aussi vos engagements nombreux. Vous êtes mariés depuis 46 ans, les chiens ne faisant pas des chats, vous avez 4 enfants, dont 3 ont embrassé le milieu médical. Une de vos enfants est pédiatre, une autre gastro-entérologue et une infirmière. Le dernier, c'est un garçon, il est à Bruxelles et il travaille au sein de la communauté européenne et vous avez la joie d'être entouré de 15 petits-enfants. Ensemble, et pour promouvoir les méthodes naturelles, vous avez beaucoup voyagé, plus de 50 voyages en Afrique. Vous êtes en grande partie à l'origine et au développement de la Fédération africaine d'action familiale, présente dans plus de 30 pays. Vous avez participé, aidé, suivi de près tous les groupes qui s'intéressent à la vie aux méthodes naturelles. Je demandais à ton épouse quels ont été les grands moments vécus ensemble. Elle m'a répondu « Nos enfants et notre famille ». S'apercevoir que la parole de Jean-Paul II sur la sexualité est universelle. Merci encore de ta présence et bonne conférence. Merci beaucoup. Si j'avais été à vendre, je pense que ça aurait marché. Patrick fait ça tellement bien. Bon, Patrick m'a demandé il y a quelques semaines, est-ce que tu nous parlerais de la contraception pour les jeunes? Et donc on est arrivé à un titre et à la présentation que je vais vous donner maintenant. C'est Pierre-Antoine qui nous met la présentation. Voilà, que je vais partager avec vous. C'est la première fois que je présente ce sujet. C'est un sujet tout à la fois d'une très grande importance. C'est la pilule contraceptive est-elle sans risque pour la jeune fille? C'est osé, n'est-ce pas? Parce que on entend dire que c'est une solution, mais est-ce que c'est sans risque?
Et donc, je vais me limiter à ce qu'en disent les neurosciences. Vous allez voir, je ne vais pas trop me presser, et du coup, si on pourrait échanger, si vous le souhaitez. Alors, juste une petite Oui, précision. oui. Excusez-moi. Là, je parle pour ceux qui sont en visio. On vous a coupé le micro volontairement, mais par contre, vous pouvez poser vos questions par écrit, et Pierre-Antoine, qui s'occupe de la technique, pourra les répercuter. Voilà. Pierre-Antoine, je te fais signe quand il faut passer les diapos, ça te convient? Donc tu peux passer les diapos. Voilà. Donc on aura 3 parties. C'est classique, 3 parties. Donc une introduction, quelques faits troublants qui sont pour moi à l'origine du travail sur le sujet, et puis on va essayer d'interpréter ces faits troublants. L'introduction. Alors, voilà, bien souvent avec bonne volonté, les parents ont conseillé la contraception à leurs filles, donc soit pour les protéger contre une grossesse non désirée, là on envoie sa fille en camp, on se dit qu'est-ce qui va encore se passer, donc c'est peut-être préférable de lui prescrire une contraception. Enfin, c'est assez souvent. Ou bien, oui. Ou bien, au contraire, c'est une jeune fille qui souffre beaucoup de ses règles, et donc on va voir le médecin, et il dit, écoutez, je pense que si elle est sous pilule, elle n'aura plus mal lors de ses règles, c'est tout de même un gain, et puis, dans le fond, ça servira aussi de contraceptif. Et donc on est... je te dirai quand il faut changer de diapo, d'accord? Ça c'est reposant pour toi. Tu te stresses pas. Ou alors, c'est un problème de troubles cutanés, assez souvent, une acné ou une hyperpilosité, invite à prescrire la pilule. C'est très fréquent. À titre personnel, ça fait très longtemps que je ne prescris plus, mais je me souviens bien que quand je prescrivais, ces trois propositions étaient faites, et c'est ce qui s'est généralisé. Et donc on arrive maintenant à probablement un peu plus de 6 jeunes filles sur 10 qui donc reçoivent une contraception, et donc les parents le font souvent avec une grande bonne volonté. Et pourtant, il y a des voix qui se sont élevées progressivement pour remettre en cause cette pratique. En particulier, des éducateurs qui ont alerté sur les effets négatifs possibles sur la vie personnelle et relationnelle des jeunes. C'est-à-dire que la crainte, c'est que la contraception crée un climat particulier dans le groupe de jeunes, et que cela crée des situations avec lesquelles on n'est pas à l'aise. C'est nouveau, des difficultés dans les groupes, et qui sont donc un des éléments qui font remettre en cause la pilule. La deuxième chose est plus profonde dans le fond. C'est la crainte des conséquences d'une modification de la relation sexuelle. Parce que là, on l'a sorti du cadre conjugal. C'est que la relation sexuelle est à l'origine le moyen dont les époux s'expriment leur dialogue amoureux et transmettent la vie. Or, la contraception crée une nouvelle situation, c'est-à-dire une sexualité qui est pour se dire un amour, mais qui n'est pas pour transmettre la vie, et qui n'est pas au sein des familles. Donc on a 2 phénomènes, là, nouveaux. C'est une sexualité qui est une expression de l'amour, mais qui ne transmet pas la vie, et d'autre part, une sexualité qui est extra-conjugale. Donc c'est nouveau, et lorsque on prescrit la pilule à une jeune fille, eh bien, elle est exposée à cette situation nouvelle, et donc des gens expriment la crainte sur ce que ça peut provoquer. Ensuite, les revues scientifiques, j'ai pris un exemple ici d'articles scientifiques, mais on a des troubles psychologiques, des altérations de l'humeur, une augmentation des risques de dépression qui ont été observés, quantifiés, surtout les 6 premiers mois, mais d'une manière générale, cela est bien quantifié, et dans le monde médical, c'est plutôt ça qui est évoqué. Donc une augmentation des troubles psychologiques sous contraceptif. S'il te plaît, Pierre-Antoine. On va sortir 10 secondes pour admettre la personne, on n'y arrive pas. Ah d'accord, pas de problème. Tu fais exprès.
me dis, Pierre-Antoine, que c'est le bon moment. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Et puis enfin, vous en avez entendu parler, à la prise de pilule est associée une augmentation du risque de phlébite et même d'accidents vasculaires cérébraux. On voit maintenant au service de neuro des accidents vasculaires cérébraux chez des jeunes femmes, ce qu'on ne voyait pas avant. Il y a un déséquilibre homme-femme qui est apparu dans les services de neuro pour des AVC du jeune, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc ça a défrayé la chronique et donc ça vient comme un poids de réflexion qui fait que actuellement l'utilisation de la pilule chez la jeune fille est remise en cause, au point que beaucoup de jeunes filles ont préféré se faire placer un stérilet. Voilà. Bon, mais je ne vais pas détailler chacun de ces points parce que ce serait bien au-delà de ma compétence. Je vais me centrer sur l'apport des neurosciences, c'est-à-dire donc ce qui est découvert depuis une vingtaine d'années sur ce qui se passe dans notre cerveau, et avec comme question, est-ce que par hasard, d'après certains articles, on doit craindre que l'utilisation de la contraception perturbe la personnalité, c'est-à-dire gêne la personnalité de la jeune fille, voire ultérieurement de la femme adulte. Donc, Pierre-Antoine, s'il te plaît, va bien à ma vitesse, autant que tu le peux, parce que j'ai oublié tout à l'heure. Donc, s'il te plaît, tu viens une diapo en arrière. Voilà. Donc, c'est la deuxième partie de mon propos. C'est les faits troublants qui sont à l'origine du questionnement dans le monde médical, dans le monde, disons, des neurosciences. Des faits troublants que je vais vous citer en prenant des points caricaturaux. Je peux passer. Diapo. Voilà. Le premier, c'est que la contraception a un impact sur la capacité de langage verbal et non verbal de la femme. Vous le savez sans doute, si vous avez des femmes autour de vous, les femmes ont un don extraordinaire dans leur capacité de langage, qu'il soit verbal ou non verbal. Et ça, dès les premiers jours de vie. Quand vous avez des petits bébés dans une maternité, eh bien, elles ont d'emblée des dons en termes de langage verbal et non verbal. Elles ont, par exemple, un goût particulier à suivre les yeux de leur maman, beaucoup plus que les petits garçons. Et si un bébé se met à pleurer à la crèche de la maternité, des enfants se mettent à pleurer dans les diverses chambres, mais en moyenne, plus les filles que les garçons. Dès leur naissance, les filles ont en moyenne une sorte d'attitude, d'attention aux sentiments des autres. Et la nature donne aux femmes, donc, d'une part, une capacité extraordinaire à lire dans les yeux ce qui se passe dans le cœur des autres. C'est un don plus développé chez la femme que chez l'homme. Et d'autre part, quand on compte le nombre de mots dont dispose une petite fille de 2 ans ou un petit garçon de 2 ans, en moyenne, les petites filles ont plus de mots que les petits gars. Et en fait, cela dure toute la vie. C'est toute la vie. Les femmes ont un don plus grand en moyenne que les hommes au langage verbal et non verbal. Et encore plus en période fertile. Pendant la période fertile du cycle, où les femmes sont sous les hormones estrogènes, spécifiquement féminines, eh bien leur don de lecture dans les yeux de ce qui se passe dans le cœur des autres est encore développé. Donc ce don particulier de capacité de langage verbal et non verbal, qui est très féminin, se trouve altéré, pas de manière absolue, mais diminué sous l'effet de la contraception. Donc ça, c'est un premier point extrêmement perturbant, parce que si les femmes ont ce don, c'est vraiment quelque chose qui leur est donné pour, en fait, remplir leur psychologie extraordinaire, leur place dans la société, dans la famille. Tout l'apport des femmes à notre société vient de leur qualité personnelle. C'est une des qualités importantes qui fait partie de leur don d'empathie, en fait. Cette capacité à lire dans le regard des autres
et à trouver les bons mots qui conviennent en situation de difficulté fait partie du don d'empathie de la femme, qui est un don extraordinaire et tout à fait à privilégier. Le deuxième fait troublant, c'est que les femmes qui utilisent les contraceptifs hormonaux ont un cortex préfrontal en moyenne plus épais que les autres. C'est-à-dire que cela montre que ce n'est pas qu'une question psychologique, c'est carrément dans l'être que les choses sont transformées. C'est-à-dire que vous savez peut-être, ou peut-être vous ne le savez pas, qu'il y a une très grande plasticité cérébrale. Le cerveau, c'est comme un muscle. Plus je m'en sers, plus il grossit. Les zones du cerveau dont on se sert s'épaississent. Si, par exemple, moi, homme, quand j'étais papa, je m'occupais bien des petits, alors mes zones de cerveau qui servent au prendre soin se développent. Les zones du cerveau qui sont utilisées se développent. Donc le fait que le lobe frontal de la femme se développe plus, une épaisseur du cortex, du lobe préfrontal s'épaississe, pose question. C'est-à-dire que, de fait, c'est une transformation qui est importante, en fait. Ce n'est pas que c'est nuisible en soi d'avoir un cortex cérébral un peu plus épais à cet endroit-là. Pas du tout. C'est simplement une quantification qu'il y a quelque chose de profond qui se passe. Le troisième point troublant, c'est que les utilisatrices de contraceptifs hormonaux ressemblent aux autres femmes dans leur performance. Elles perdent un peu de capacité en termes de langage, elles gagnent en capacité de certaines choses, en somme, elles sont transformées, elles restent femmes, mais leur cerveau présente électriquement une activité de type masculin. Ce sont des extraits d'articles que je vous ai mis, et j'ai été frappé par cet article, l'article de Fletzer, là, de 2014, donc, où ils ont enregistré l'activité cérébrale, et en moyenne, les personnes qui sont sous contraception ont une activation cérébrale qui est plus de type masculin que de type féminin. Probablement, entre autres, à cause des progestatifs, la moitié des progestatifs étant plutôt androgéniques, et donc peut-être que c'est ça qui explique ce résultat. Pierre, si tu peux. Voilà, donc on a vu ces faits troublants. On va se servir on va interpréter tout cela selon quatre temps. Tout d'abord, je vais vous rappeler ou vous dire que l'adolescence est un temps de développement de l'identité sexuelle. En fait, l'identité sexuelle se construit tout au cours de l'enfance jusqu'à 22-24 ans. En fait, notre identité sexuelle est établie environ à 22-24 ans. Avant 25 ans, disons, nous avons fini notre croissance d'identité sexuelle. Et donc, je vais vous le détailler. Et bien sûr, si je présente cela, c'est parce que la pilule de la jeune fille va donc arriver à un temps qui est un temps de maturation de son identité sexuelle. Donc ces hormones sont très importantes. Donc il est important de savoir ça. La deuxième chose, c'est que les hormones participent au développement du cerveau. Le développement du cerveau se fait grâce aux gènes, mais les hormones vont être un des vecteurs des gènes pour former le cerveau. Donc si je perturbe les hormones, je risque de perturber le cerveau. La troisième chose, c'est que le cycle menstruel de la jeune fille est très précieux parce qu'il crée un climat hormonal qui n'est pas le même qu'une pilule. C'est un climat hormonal très particulier donc, que je vais vous présenter. Donc le cycle de la jeune fille est perturbé en gros, dans son apparence comme ça. Le cycle de la jeune fille, ce n'est pas un cycle de femme adulte, c'est un cycle qui se met en route. Donc c'est très particulier. Et enfin, les contraceptifs sont composés d'hormones artificielles et non pas d'hormones naturelles. C'est des hormones qui ressemblent, mais qui ne sont pas les hormones naturelles. Donc je vous présente en bref ce qu'on va voir, c'est-à-dire que, on l'a dit, l'adolescence est un temps de développement de l'identité sexuelle. Or, l'identité sexuelle, comme on l'a dit, se développe jusqu'à l'âge adulte.
Les hormones participent au développement du cerveau. En effet, elles guident le développement de la personnalité. C'est-à-dire que la personnalité féminine est guidée par les hormones que la femme sécrète et qui viennent agir sur son cerveau, comme sur le reste du corps. Le troisième élément, c'est que le cycle de la jeune fille donne les hormones qui guident le développement. Donc le cycle de la jeune fille est extrêmement précieux. Moi, autrefois, personnellement, depuis encore beaucoup d'années, je me disais, voilà, les troubles du cycle de la jeune fille, il faut les soigner. Oui, il faut les soigner, mais on va le voir peut-être avec beaucoup de délicatesse, car ils ont un rôle. Ils ont un rôle, ces cycles perturbés. Et donc, il faut les regarder avec beaucoup de délicatesse. Et les contraceptifs donc, sont composés d'hormones artificielles, et les hormones artificielles ne ressemblent vraiment pas aux hormones naturelles, surtout les progestatifs. Et donc, on va analyser chacun de ces points. Voilà, donc chacun de ces points vont être passés en revue. Tout d'abord, l'adolescence est un temps de développement de l'identité sexuelle. Ça, c'est vraiment une découverte majeure des neurosciences. En fait, l'adolescence, c'est une mue du cerveau. Et donc ça, c'est pas très ancien comme découverte, je vais vous en parler. En effet, de la conception jusqu'à 22-24 ans, il y a 3 phases de développement de l'identité sexuelle. Tout commence à la conception et les fondations de l'identité sexuelle, du fait d'être homme ou femme, sont bâties, les fondations sont bâties in utero, dans le ventre de notre maman. Et la première année, le nouveau-né de moins d'1 an. Et donc, je ne vais pas trop m'apesantir, mais c'est très très important, c'est-à-dire qu'un petit garçon ou une petite fille à la naissance ont déjà le cerveau qui va avec le corps. On a le cerveau, si on a un petit garçon, on a un cerveau de garçon, et si on est une petite fille, on a un cerveau de petite fille. Par exemple, l'amygdale cérébrale, qui est le lieu qui gère les émotions, est différent chez l'homme et chez la femme. L'amygdale cérébrale, c'est vraiment le hub de toute la gestion de l'émotion, de l'émotionnel. Donc si les femmes ont un don particulier dans la gestion des émotions, c'est parce qu'elles ont une amygdale cérébrale de femme. C'est très important. Ensuite, donc, après 1 an, il y a un temps, c'est l'enfance, où les hormones ne sont plus le sujet. Ce n'est pas les hormones qui agissent, là. Il y a un temps, pendant l'enfance, quand c'est un petit gars ou une petite fille de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, ils ne sont pas travaillés par les hormones. Ils sont en fait en stage. On élève un petit gars ou on élève une petite fille et ils développent leur capacité que vous leur avez donnée in utero, dans le ventre de la maman, ou la première année par les hormones qu'ils sécrètent. Et donc la petite enfance, c'est vraiment comme un stage. Donc c'est très très précieux, il faut bien élever les petits garçons ou les petites filles tels qu'ils sont, avec leur horizon d'homme ou de femme, mais ce n'est pas une question d'hormones, c'est un développement tout simple, sous l'effet de ce qui leur a été donné dans le ventre de leur maman. Et puis après arrive la puberté. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle, les neurosciences appellent la 2e douzaine. C'est la découverte des neurosciences pour l'éducation qui est absolument majeure. C'est que, en fait, l'adolescence n'est pas du tout une création de notre société. L'adolescence existe aussi chez l'animal. Dans un laboratoire où il y a des petites souris, il y a un moment où ça se passe très mal dans les cages parce qu'il y a des ados qui fichent la panique. Dans une cage de souris aussi, il y a des ados. Quand c'est des ados, c'est la panique. Et comme chez nous, en fait. En fait, l'adolescence, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment le 2e étage de la fusée pour aller dans la vie. Donc cette 2e douzaine est un temps à tout à la fois merveilleux, perturbant, difficile. On sort dans la stratosphère, là c'est complexe, mais disons que c'est absolument majeur. Donc de la puberté à l'âge adulte. Donc en effet, cette 2e douzaine, de 12 à 24 ans,
un peu plus jusqu'à 22 ans chez la fille, il y aura 3 phases. Il y a 3 phases, environ 3 phases de 4 ans, si vous voulez. Donc la deuxième douzaine, c'est 3 fois 4 ans, environ. Hein. C'est-à-dire que vous les voyez, vous les reconnaissez, hein, on les voit dans la rue. Hein, c'est les jeunes, un petit peu progressifs, dans la merveille des jeunes, n'est-ce pas, qui réjouit, mais aussi qui secoue, parce que c'est un temps très important donc, de mutation. C'est-à-dire qu'en fait, ces 3 périodes qui ont des missions tout à fait différentes et complémentaires. La puberté, c'est pour qu'on transmette la vie. La puberté, elle fait de nous des hommes et des femmes qui sont capables de transmettre la vie. Et de nourrir, si on est une femme, on acquiert aussi sa poitrine et ses hanches, etc., sa capacité à nourrir un enfant qui naîtrait d'une union. Et puis aussi, on prend le désir de s'unir sexuellement. Donc, ces 4 années de puberté sont une année qui est commune à tous les mammifères, qui est le temps d'accès à la capacité de transmettre la vie. Mais à la fin de ces 4 ans, on est bien loin d'avoir bénéficié de tout ce qui est donné par l'adolescence. Il nous manque encore 8 années. En effet, les 4 années qui suivent, on va dire, vous voyez, style 14, 18 ou quelque chose comme ça, ou chez les garçons un peu plus tard, 16 à 20, hein, eh bien, c'est un temps surtout de socialisation. On quitte papa-maman et on va vers le monde. Hein. Subitement, alors qu'on aimait bien aller en vacances avec papa-maman, bon ben ça commence à bien faire, on veut aller avec les copains, on a un projet de voyage, de je ne sais trop, vous voyez, de construire, d'aller aider des gens en difficulté, ou je ne sais trop, mais toujours est-il d'aller dans le monde. Avant, on se contentait des habits que nous donnait papa-maman, tant pis c'est ceux du cousin ou du grand frère. Maintenant, il nous faut des marques, parce qu'il faut qu'on se fasse accepter par les autres. Le regard des autres pèse énormément. Il faut être accepté. Et ceci se voit chez la petite souris. Pareil, elle a besoin de se faire accepter. Parce qu'il faut passer d'une vie intrafamiliale à une vie sociale. Donc c'est une question de survie, de vie ou de mort, disent les scientifiques. Donc en fait, on comprend la violence de ce qu'on peut ressentir à cet âge-là. Et en fait, après, à l'approche de la vingtaine et autour de la vingtaine, se passe quelque chose qui est uniquement de l'être humain. Donc le troisième fois 4 ans n'appartient qu'à l'être humain. C'est le développement de l'aptitude à discerner. Les scientifiques disent, c'est apprendre à devenir capable de donner tout à la fois la place aux émotions et au rationnel dans une prise de décision, de manière à être capable de dire, de faire un choix, alors même que ce n'est pas du tout celui qu'on ferait spontanément. Parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est une capacité qui se développe autour de la vingtaine, et ça se développe par le développement du lobe préfrontal et des connexions entre le lobe préfrontal et l'amygdale cérébrale. Amygdale cérébrale, les émotions, le lobe préfrontal, le rationnel, et le dialogue entre lobe préfrontal et amygdale, c'est la capacité de peser entre les émotions et la réflexion. Donc c'est un temps très très important, et donc à la fin de ces 12 années, on est, cette fois-ci, on a toutes les cartes dans notre jeu, on peut se lancer dans la vie. Donc le deuxième élément, c'est que les hormones vont participer à tout ce développement. Vous avez bien noté que la puberté, sous l'effet des hormones, c'est le premier élément de ces 12 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu imaginer que le fait de pouvoir avoir des enfants et vivre une sexualité aurait été mis en dernier étage. Une fois, dernier élément, ça aurait pu être super. On aurait d'abord passé de la vie familiale à la vie sociale, on aurait acquis le discernement, et ensuite le désir sexuel. Eh bien non, c'est pas comme ça.
c'est d'abord le désir sexuel qui est là, alors même qu'on n'est pas en mesure de le vivre. On n'est pas en mesure de rentrer vraiment, de quitter le giron familial. On est encore tout à fait, on n'a pas terminé de développer nos acquisitions en termes de discernement. Et donc c'est très étrange. Et donc, en effet, les jeunes sont placés dès leur début d'adolescence, donc dans ce pari qui est devant eux. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes pleinement hommes ou pleinement femmes et on a besoin de nos hormones tout à la fois pour transmettre la vie, mais aussi pour aller dans la société et pour discerner. Une femme ne discerne pas comme un homme. Enfin, moi j'ai le bonheur d'être marié depuis quelques années, et puis nous avons eu 3 filles et un garçon. Ben, il n'y a pas photo. On a bien besoin des deux pour prendre une décision, parce que les dons de décision masculins et les dons de décision féminins sont différents et complémentaires. Hein, et c'est extraordinaire. Et ça, c'est parce que notre 3e étage, la partie de discernement, a été coloré par nos hormones. Et donc, placer les hormones au début fait que tout notre développement de notre personnalité est vraiment sexué, d'homme ou de femme. Qu'est-ce qui active la mue du cerveau? La mue du cerveau, c'est sérieux. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, contrairement à ce qu'on nous disait quand moi j'ai fait ma fac, les neurones se développent. Les neurones, les dendrites, etc., se développent. Et au début de l'adolescence, il y a des dendrites de partout. Il y a un foisonnement. Donc le matin, on peut avoir envie de faire la guitare classique, et le soir, de partir dans le tiers-monde, dans la grande pauvreté. Le matin, on embrasse maman en disant c'est la meilleure des mamans, et le soir, on l'insulte parce que c'est la plus mauvaise des mamans. Oui, parce qu'on a tellement de dendrites qui vont de partout, il va falloir des années pour élaguer, ça s'appelle l'élagage, et pour accélérer l'activité des neurones qui sont utiles, c'est ce qu'on appelle la myélinisation. C'est vraiment une vraie mue, c'est comme vous imaginez un papillon, la chenille au papillon. Et donc, qu'est-ce qui va jouer? Eh bien, il y a nos gènes qui sont présents dans toutes nos cellules du corps, toutes nos cellules du cerveau. Il y a les hormones, on en a parlé. Il y a l'éducation. Parce que, comme on l'a vu, il y a plasticité cérébrale. Si je développe, si je lis, alors je sais de mieux en mieux lire. Si je fais du foot, je suis de mieux en mieux capable de tirer le ballon là où il faut. Mais c'est vrai aussi pour les vertus. Si j'apprends à être délicat avec mon conjoint, eh bien, ça devient de plus en plus facile et de plus en plus agréable. C'est anatomique. C'est que dans notre cerveau, les zones dont on se sert deviennent plus efficaces, ça demande moins d'efforts. C'est exactement la même chose qu'on utilise pour apprendre à lire ou qu'on utilise pour nos vertus, pour le développement des vertus de gentillesse, de délicatesse. C'est les mêmes choses. Ça demande énormément de travail au début, et puis petit à petit, ça devient spontané. Et donc, l'éducation va être très importante. La transmission. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je vous ai dit que ces 4 ans là qui sont rajoutés, c'est unique à l'espèce humaine. 12 ans de transmission, c'est incroyable, même 22 ans, 24 ans de transmission dans l'espèce humaine. C'est incroyable. Le petit cheval, lui, dès le soir de sa naissance, il gambade avec sa maman. On n'est pas dans la même catégorie. Et donc cela a été possible grâce aux grands-mères, semble-t-il. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait la possibilité de développer tout ça là, pendant tant de temps, que des enfants restent gamins, si j'ose dire, si longtemps, c'est grâce au fait que les mamans sont aidées. Vous imaginez imaginez-vous une société où les femmes ont des petits-enfants jusqu'à la fin de leur vie. Qui aiderait les mamans? Et donc en fait, pour que on puisse vraiment avoir tout ce développement, il faut qu'il y ait pas que les mamans, mais aider les parents dans l'éducation. Voilà. Donc on a dit que les gènes étaient importants, les hormones sont importantes, mais les hormones agissent de 2 manières.
l'hormone sculpte le cerveau, c'est vraiment l'hormone sculpte le cerveau, et l'active. C'est deux actions des hormones. Elles organisent le cerveau, ça va durer pour toute la vie, et elles agissent le jour même. C'est-à-dire que, par exemple, la testostérone que j'ai eue dans le ventre de ma maman a fait de moi un garçon. Et ça, je le garde, même si j'ai plus de testostérone. Dans ma tête, je suis un garçon. Mais la testostérone d'aujourd'hui m'aide à être un garçon aujourd'hui. C'est les deux actions des hormones, elles sculptent le cerveau, elles organisent le cerveau, c'est pour toujours, et elles activent au quotidien le cerveau. Donc il ne suffit pas de donner des hormones masculines à une jeune femme pour en faire un homme. Ça ne marche pas. Parce que, bien sûr, ça va activer, donc ça va changer son tempérament, mais ça n'en fera pas un homme, parce qu'elle n'a pas été organisée comme un homme. Donc les hormones agissent comme une sorte de vecteur des gènes par l'intermédiaire donc des testicules et des ovaires. Ensuite, l'éducation, on l'a dit, va beaucoup jouer, c'est-à-dire qu'une éducation qui tient compte du sexe de l'enfant l'aide à devenir ce qu'il est. C'est très important, l'habillement, l'identification père-fils, mère-fille, le discours familial évoquant et valorisant l'horizon spécifique du garçon et de la fille à l'âge adulte, c'est extrêmement important. Donc ça le permet de devenir qui il est. Et enfin, la liberté. C'est-à-dire qu'en exerçant ma liberté, je développe mes capacités pour être vraiment féminine ou pour être vraiment masculin. Notre liberté va nous permettre d'exceller. Vous savez que la liberté au sens propre existe chez l'être humain, n'existe pas chez l'animal. Et elle a, sans doute, la liberté nous met parfois devant des situations difficiles parce qu'on fait des bêtises, mais sans la liberté, on n'excellerait jamais. On ferait simplement que de réaliser ce que nos gènes nous disent. Grâce à la liberté, on peut exceller. Je vous donne des exemples d'effets des hormones naturelles sur la personnalité de la jeune fille. Par exemple, les jeunes filles, en moyenne, prennent moins de risques. Elles prennent moins de risques. Parce que les estrogènes invitent la jeune fille à ne pas prendre de risques. Sous estrogène, on prend moins de risques. Parce que, semble-t-il, d'après ce que disent les évolutionnistes, il est important de protéger la femme, parce que c'est elle qui transmet la vie. Donc, semble-t-il, c'est pour cela que les estrogènes l'invitent à prendre moins de risques. Plus de place donnée à la dimension émotionnelle dans la décision. Les estrogènes font que la femme va donner plus de place à l'émotionnel, alors que la testostérone, au contraire, coupe les liens entre les émotions et le rationnel pour nous rendre un peu libres de ne pas crouler sous les émotions. Et donc, plus de prise en compte des étapes nécessaires pour atteindre un but. Bien souvent, l'homme est capable de dire « Allez, chérie, on part habiter à Marseille ». La femme se dit, mais attends, à Marseille, changement d'école pour les enfants, déménagement, trouver une maison, il faut que je trouve un job. L'homme, lui, grâce à sa nature masculine, est prêt à prendre des décisions toutes go, car il n'a pas à l'esprit tous les temps nécessaires pour atteindre un but. À ses côtés, la femme, au contraire, elle pense à tout ça. Ce qui fait qu'elle est freinée. À eux deux, ils peuvent faire quelque chose de pas mal. Lui lance des paris et elle dit « Attends, chérie, pour ça, il faudrait d'abord tout ça. » Donc c'est une complémentarité qui est très très importante. Et puis, moins d'inclination à se lancer dans l'aventure aussi sous l'effet des estrogènes. Donc on le voit, nos hormones nous façonnent. Le cycle menstruel de la jeune fille crée un climat hormonal tout à fait particulier. Les cycles s'installent progressivement. Au début, lorsque la jeune fille a, par exemple, 11 ans, 12 ans, elle n'a éventuellement pas encore du tout eu ses règles, mais elle a des petits épisodes de glaire cervicale, c'est de liquide qui se sont sécrétés sous l'effet des estrogènes. Ces estrogènes commencent à être sécrétés, ça s'appelle l'œstradiol, mais il y en a peu. Et puis après, petit à petit, elle a ce qu'on appelle ses premières règles. En fait, c'est souvent un saignement qui, bien souvent, ne fait pas mal.
C'est simplement qu'il y a plus d'hormones estrogènes, et donc quand les estrogènes s'arrêtent, elle saigne, son utérus saigne. Et puis un jour, eh bien, les règles font mal. C'est parce que c'est la première fois que ces règles sont de vraies règles qui viennent après une ovulation. C'est-à-dire que maintenant, les estrogènes vont être temporisés par de la progestérone. Donc vous voyez le climat hormonal qui prépare la personne, son corps, mais aussi son cerveau. C'est pas d'un seul coup beaucoup d'estradiol, c'est un petit peu d'estradiol, de manière discontinue, et petit à petit il y en a plus, petit à petit il y en a plus, et un jour c'est complété par de la progestérone. Donc c'est très fin comme évolution. Et donc ça, c'est très particulier, parce que quand on sait que ces hormones façonnent le cerveau, c'est très important de tenir compte de ce développement progressif des hormones. En effet, il y a 3 caractéristiques d'installation des cycles. C'est progressif, ça se fait sur 3-4 ans en fait, hein, voire plus. Parfois, chez certaines personnes, ça peut se faire en 8-10 ans. Des jeunes femmes ont encore des cycles qui s'installent encore à 22, 23, 24 ans. C'est intermittent, elles ne sont pas toujours ces estrogènes. L'estrogène, il y a des moments, elles n'en ont pas. Hein, donc, c'est peut-être très important pour le cerveau de ne pas être toujours sous estrogène. Et puis, donc, une prédominance des estrogènes. Il n'y a pas de progestérone et surtout pas de progestatif, alors que les pilules sont progestatives. Donc, ça n'a rien à voir. 6 types d'effets des hormones du cycle. 3 effets qui sont temporaires, qui sont au moment où je prends la pilule, comment je suis changé. Au niveau des organes génitaux, sécrétion de glaire, ça c'est l'effet d'estrogène immédiat. Le reste du corps, par exemple, la peau change en fonction des hormones que j'ai. Et puis, l'appétit pour les aliments moins caloriques. Je ne sais pas si c'est vrai chez vous, mais chez moi, j'ai remarqué que Isabelle aime plus les aliments peu caloriques que moi. C'est vrai aussi chez vous, chez toi, Stéphanie? Je ne suis pas sûr. Chez vous, non. Moi, j'aime bien les aliments caloriques. Hein? Ah, chez vous aussi? Donc, voilà. C'est-à-dire, en fait, les estrogènes, bien souvent, donnent goût à des aliments moins caloriques. Hein? Vous voyez, et c'est pas pour rien, c'est pas un caprice de la nature. Hein, ça fait partie de ces choses. Mais ça, dès qu'on arrête les estrogènes, on oublie. Deuxième type d'action des hormones, c'est des actions durables, transformantes du corps ou du cerveau. Sur les organes génitaux, ben, c'est le développement de l'utérus. Hein, entre l'utérus d'une petite fillette de 6 ans et un utérus après toute cette puberté, on n'a pas du tout la même situation. Hein. La poitrine, évidemment. Eh bien, la même chose se passe dans notre cerveau. Et notamment, le développement des aptitudes maternelles se fait sous l'effet des hormones. Donc, une personne va peut-être avoir du mal à se sentir maman, et sans le savoir, c'est simplement parce qu'elle va être obligée elle va devenir maman grâce à sa manière de s'occuper de son petit, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en s'occupant de son petit qu'on devient maman, mais elle est moins aidée peut-être parce qu'elle n'a pas eu ses hormones naturelles pendant sa puberté, pendant son adolescence. Et donc, c'est important, vous voyez, ces hormones qui transforment tout notre être sont importantes. C'est des richesses pour le restant des jours. Donc, que font donc tant ces contraceptifs qui nous inquiètent? Je vous donne des petits exemples. J'ai pris 2 exemples. La mémoire émotionnelle. La mémoire émotionnelle. Quand on a eu un drame dans la famille, eh bien, la femme se souvient des détails, de tous les détails du drame. Pareil pour les joies. Tous les détails, tout ce qui s'est passé en détail. On est allé voir un film qui nous a émus, la femme est capable de vous dire tous les détails. L'homme, lui, les choses globales. Et on ne peut pas être à la fois champion des détails et champion du global. Nous, les hommes, on est beaucoup plus performants que la femme dans le global. Ah, il faut bien qu'on ait des choses super, nous aussi. Hein. Et dans le fond, il faut bien les deux, vous en conviendrez. Hein.
Donc la nature n'a pas, la sélection des espèces n'a pas promu des citoyens, des individus, elle a promu des familles. Dans toute l'évolution des espèces, qu'est-ce qui en ressort? La famille éléphant, qui a son mode de vie, la famille loup, qui a son mode de vie, la famille lion-lionne, qui a son mode de vie, et la famille humaine, nous avons notre mode de vie. Donc en fait, on a été préparé par le Créateur sous forme de famille. Donc on a besoin de l'autre. On a besoin, dans une équipe de travail, moi, homme, j'avais besoin qu'il y ait des femmes pour que l'équipe se développe bien, et réciproquement. Et vous voyez, l'exemple de la mémoire émotionnelle, c'est typique. Il faut bien se souvenir à la fois des détails et de la globalité, mais qui peut faire les deux? C'est pas possible. Et donc, eh bien, la mémoire émotionnelle est moins forte que celle d'une femme qui n'est pas sous contraception hormonale. C'est que la femme sous contraception hormonale est moins bonne en termes de mémorisation des détails. Elle perd cette capacité très féminine. Et la mémoire mémorise mieux la globalité, comme le fait un homme. Donc la femme sous contraception, souvent, acquiert des capacités masculines en termes de mémoire émotionnelle. Deuxième grande vertu féminine, le langage, qu'il soit verbal ou non verbal. Lire dans les yeux, lire dans les attitudes, c'est un don féminin extraordinaire. Eh bien, les contraceptifs hormonaux modifient tout à la fois l'aptitude à la gestion des mots, c'est-à-dire que quand on quantifie sous contraceptif ou sans contraceptif les capacités d'une personne, elle n'a pas les mêmes dons de lecture, de compréhension des mots, et la même chose pour la reconnaissance des visages. Voyez, regardez, moi je marche dans la rue. S'il y a un visage agressif dans la foule, je vais le repérer beaucoup mieux qu'une femme. Mais s'il y a un visage en désarroi dans la foule, Isabelle le repérera plus. Donc, eh ben, cette capacité-là, elle est diminuée sous contraceptif hormonal. La femme donc perd ses capacités particulières, pas complètement, mais perd un peu ses capacités donc, qui sont très féminines. Voilà, donc en bref, on a dit l'adolescence est un temps de développement d'identité sexuelle, parce que l'identité sexuelle se développe jusqu'à l'âge adulte. Les hormones participent au développement du cerveau, elles guident le développement de la personnalité, nos hormones. Le cycle menstruel de la jeune fille, elle donne les hormones, ces fameuses hormones qui guident la préparation de la personnalité, et les hormones artificielles ne remplacent pas les hormones naturelles. Bon, ben, c'est inquiétant. Donc, est-ce que c'est une catastrophe ou peut-on espérer un retour à la normale? Parce que si on a quelqu'un de sa famille qui, de fait, se trouve être sous contraceptif, et est-ce que c'est catastrophique ou est-ce que, de fait, c'est une difficulté, simplement, qu'on va pouvoir dépasser? Oui, c'est une difficulté qu'on va pouvoir dépasser parce que le développement de la personnalité ne se fait pas sous le seul effet des hormones. Souvenons-nous qu'une jeune femme, elle a eu dans le ventre de sa maman tout ce qui fait d'elle une femme. Ça, elle a toutes ses fondations. Ces hormones, elle les a eues pendant la première année de vie, et elle a eu, espérons-le, qu'on lui a laissé un tout petit peu d'hormones au moins au début de sa puberté. L'éducation, mine de rien, on éduque quand même bien les filles avec leurs dons féminins, et on ne bafoue pas tout de même l'éducation des jeunes filles de manière absolue, donc elles ont pu continuer à développer leurs capacités et leur liberté, se sachant femmes, elles ont pu continuer à développer leur féminité. Donc oui, c'est dommage d'avoir perturbé leurs hormones, mais ce n'est pas la seule aide qu'elles ont pour devenir ce qu'elles sont. En effet, vous voyez, des scientifiques ont écrit une phrase qui me semble importante. Le développement du cerveau est guidé par les gènes et sculpté par l'expérience. C'est ce que je vis, ce que je fais, va être très important pour devenir ce que je suis. Simplement, je suis moins aidé si je n'ai pas mes hormones. Sous-entendu, ça demande plus d'efforts. C'est être privé de ses hormones à l'adolescence,
va me provoquer à plus d'efforts. Mais je vais pouvoir, par mon expérience, développer mes capacités qui m'ont été données dans le ventre de ma maman et puis tout ce que j'ai pu recevoir malgré que ces hormones ont été perturbées. Sous-entendu, on n'est pas déterminé par nos hormones. Hein, on se rappelle que quand on donne des hormones féminines à un homme, ça n'en fait pas une femme. La femme qui donc a reçu des contraceptifs dans son adolescence n'en est pas moins une femme qui peut être une superbe maman, une très belle épouse, une femme très intelligente et très féminine. C'est simplement qu'elle est moins aidée. Elle est moins aidée par ces hormones qui étaient là pour l'aider à devenir maman, pour l'aider à devenir... Mais elle est moins aidée. Donc c'est très dommage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je propose d'informer les parents et les jeunes filles de ces faits biologiques. Ils pourront ainsi agir en connaissance de cause. Non pas laisser entendre que les hormones ne servent que à être fertiles, parce que c'est vraiment pas vrai. Et de la même manière que mes hormones me développent pour mes organes génitaux, ma carrure, etc., ça développe mon cerveau qui va avec. Et donc, le dire, le faire savoir paisiblement pour que les gens puissent prendre leurs décisions. Et puis, comme ces faits sont très mal connus du monde médical, et encore quand je dis très mal connus, je suis encore généreux, totalement ignorés, alors qu'il y a, moi je crois que j'ai 50 articles sur le sujet, dans le répertoire sur ce sujet, sur mon ordinateur, c'est vraiment quelque chose qui est bien établi, mais qui est totalement ignoré. Eh bien, dans le fond, il faut faire un plaidoyer en faveur d'une information éclairée auprès des jeunes filles et de leurs parents, avant toute prescription, pour qu'il y ait vraiment une prescription éclairée, qu'on pèse le pour et le contre. Une personne souffre énormément d'acné, bon, alors, est-ce que si vraiment la personne sait, elle a son acné qui l'ennuie, bon, il y a d'autres traitements, mais si on sent que ce serait la contraception qui serait la solution, bon, mais il faut qu'elle sache qu'elle va payer quand même d'un manque, d'une aide que lui donnent ses hormones pour développer sa personnalité. Ça ne va pas lui couper une jambe, mais c'est un frein qui lui est mis. Et donc en somme, je pense qu'un plaidoyer est informer les personnes et les parents pour qu'on ne laisse pas croire aux parents que la contraception ne fait que supprimer la fertilité. Ça va bien au-delà. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, bien sûr, j'ai écrit beaucoup de choses dans mon petit bouquin. Et puis alors, comme en fait, ce qu'on nous demande maintenant, c'est des formations. Donc on a mis en place une formation pour les éducateurs de jeunes ou les enseignants de SVT. Il faut au moins 12 participants pour organiser une formation. Ça dure 3 jours, donc c'est beaucoup. Mais pour que les gens qui en ont besoin puissent transmettre non pas seulement ce qui concerne ça, mais ce qui concerne toutes les bases scientifiques de l'écologie humaine et donc du masculin et du féminin. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller encore plus loin, donc je vous conseille l'encyclopédie. Oui, je vois qu'il y en a 2, mais je vous conseille, bien sûr, l'encyclopédie, ça ne se lit pas comme un roman, c'est vraiment un dictionnaire. Mais vraiment, je vous conseille, si vous voulez l'offrir à des gens qui sont, soit qui travaillent en pastoral familial, soit qui sont intéressés par le domaine de la vie et qui auront envie de lire des chapitres spécifiques, je vous le conseille, ça a été écrit par des gens extraordinaires. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste 20 minutes, une demi-heure, donc c'est parfait. Merci d'avoir tenu le temps. Pour les questions et réponses, voilà. Donc c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Si c'est possible, je vais vous donner le micro. Peut-être si c'est utile à votre question de vous présenter en 2 secondes pour que le professeur Ecouchard sache qui il a affaire. Je ne pense pas que ce soit utile à ma question. Ma question, c'est le sujet très en vogue actuellement de la transsexualité. Vous disiez on peut donner des hormones à un garçon
on n'en fera pas une femme, et inversement. Donc là, évidemment, on parle d'administrer des hormones de manière bien plus importante qu'on l'a dans la pilule contraceptive. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit une femme trans, en fait, finalement, ça reste un homme. Voilà, c'est ça ma question. Merci pour votre question. Donc, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste du sujet de la transsexualité, mais c'est vrai que je travaille avec des gens qui sont très compétents, donc petit à petit, ça se clarifie en moi. Donc la question était, dans le fond, votre question, il me semble, c'est lorsqu'une femme donc, prend des hormones masculines, ce n'est pas vraiment un homme. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Je dis, on peut bourrer la personne d'hormones, elle reste finalement de son sexe qu'elle a eu à la conception. Donc, comme vous le comprenez, bien. Si vous souhaitez bien comprendre ce sujet, je vous encourage beaucoup à regarder le YouTube de Anne-Laure Bloch, sur YouTube, Anne-Laure Bloch, qui est un neurologue, une femme neurologue parisienne, qui a donné une conférence assez brève, mais d'une clarté vraiment très grande, à Juristes pour l'enfance. Donc, tapez Juristes pour l'enfance, Anne-Laure Bloch, ou déjà Juristes pour l'enfance, et vous aurez sur le genre, vous aurez leur journée. Et la conférence d'Anne-Laure est assez impressionnante. Elle explique vraiment ce que sont les traitements chirurgicaux ou médicaux faits aux personnes qui veulent changer de sexe, et quelque part, dans quelle mesure ça marche. Et donc, ce que la personne va peut-être avoir, c'est qu'elle va changer d'aspect. Une personne peut se donner, donc, une femme peut se donner un aspect d'homme. Mais ce ne sera pas un homme. Elle n'aura pas la fertilité d'un homme, elle n'aura pas le psychisme d'un homme, elle n'aura pas la carrure d'un homme, elle n'aura pas le bassin d'un homme, le bassin de la femme se développe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle pourra par contre, dans la rue, faire l'allure d'un homme. Si c'est ce qu'elle cherche, bon, elle l'aura. Ce ne sera pas une personne de l'autre sexe. Et donc, voilà. Mais j'aime mieux pas trop allonger, parce que ça sera un sujet à soi tout seul, qui mérite beaucoup de délicatesse et d'attention. On va essayer d'alterner une question de... Non, il n'y en a pas encore au niveau de la visio. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Professeur, j'ai une question. Voilà, je suis un auditeur absolument standard au niveau de la présentation, c'est très simple. Est-ce que l'administration massive d'hormones passé l'âge de la puberté, donc après les 24 ans, peuvent déclencher des modifications du cerveau, puisqu'il y a la neuroplasticité, on pourrait imaginer qu'elles permettent de recréer une puberté finalement après l'âge? C'est peut-être très naïf comme question. Alors, vous avez entendu la question, hein, donc, eh bien, vous voyez, il y a des périodes, vous savez, ça c'est dans toutes les espèces. Vous savez sans doute que, par exemple, je crois que c'est la petite chèvre, elle a 3 jours, le bébé chèvre, pour reconnaître sa maman. L'oie, c'est quelques heures. Hein, et donc si, vous connaissez ça, hein, que l'oie peut s'attacher à son gardien. Donc en somme, il y a des temps dans la vie pour les choses. Et il y a un temps pour la puberté, il n'y en a pas deux. On n'y revient pas. Il y a un temps de la puberté qui est environ de 10-11 ans à 16 ans. C'est le temps de la puberté. On ne peut pas créer une puberté à 25 ans, par exemple. Voyez. Donc la puberté a un âge. De la même manière que la vie in utero. C'est des temps, c'est des fenêtres pendant lesquelles le cerveau, sous l'effet des hormones, est prêt à se transformer. Regardez par exemple, les dernières années avant la ménopause d'une femme, avant que les cycles s'arrêtent, la femme est sous estrogène à nouveau, comme dans la puberté.
C'est un temps très précieux. C'est un temps qui prépare la femme pour après sa ménopause. Et qui est précieux. C'est-à-dire que ça va l'aider à avoir une vieillesse de femme de manière optimale. Ce temps donc d'hyper-œstrogénie, qui peut être pénible parfois, est précieux. Au point que si on doit enlever les ovaires d'une femme à 35 ans, par exemple, eh bien on la met sous estrogène, et notamment un des bénéfices, c'est d'éviter qu'il y ait une augmentation du risque d'Alzheimer. Parce qu'il y a diminution du risque de démence sénile si on a bien les estrogènes avant la ménopause. Vous voyez, parce que c'est à nouveau un temps d'ouverture du cerveau. De la même manière que les papas, semble-t-il, ont un temps d'ouverture du cerveau, de sensibilité à des transformations, les premiers mois de naissance de leur petit enfant. C'est très important, si je prends soin de mon petit les premières semaines et les premiers mois, alors ça s'inscrit beaucoup mieux dans mon cerveau et ça m'aidera dans ma paternité. Et il y a des temps comme ça. Ben, la puberté, c'est une fois, c'est pas deux. Si bien que, par exemple, enfin, il ne faut pas que je donne trop d'exemples, ça va être très long. Mais ce que vous avez compris. Donc la puberté, c'est un temps précieux. On ne peut pas le renouveler. Une autre question. Alors j'en ai une question. On dit qu'aujourd'hui, beaucoup de couples ont plus de mal à avoir des enfants qu'avant. On dit que les hommes sont moins fertiles qu'avant. Hier, j'étais à une conférence, on disait que c'est un rapport de 1 à 2 entre les grands-pères et leurs petits-enfants aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lien avec les contraceptifs? Est-ce qu'il y a un lien avec le mode de vie? Merci. Donc, ça c'est tout le vaste problème de pourquoi donc nos spermatozoïdes diminuent, nous les messieurs. Au point qu'on voit des articles qui disent l'homme va disparaître, parce qu'on voit la courbe de décroissance des spermatozoïdes, on s'inquiète avec les fameux perturbateurs endocriniens, entre autres. Je lisais un article, moi, cette semaine, là, il y a un peuple au Canada, un peuple, comment on les appelle, des peuples d'origine, qui étaient là avant l'arrivée des Français, et des Français et des Anglais, et qui vivent auprès des grands lacs, là, eh bien, ils ont un grand nombre de troubles du cycle, notamment féminin, pour les femmes, à cause des perturbateurs endocriniens. Donc oui, les perturbateurs endocriniens, c'est sérieux, et le premier des perturbateurs endocriniens, évidemment, ce sont les hormones, c'est-à-dire les hormones prises qu'on donne aux êtres humains, donc principalement les femmes, et puis aussi aux animaux, auxquels on donne des hormones aussi. Artificielles, oui. Donc oui, malheureusement, il est à craindre qu'on ait là fait quelque chose qui va peser quelques dizaines d'années ou centaines d'années, parce que tout ça, c'est dans l'eau des rivières, et c'est ennuyeux, c'est sûr. Bon, ça ne va pas faire disparaître, hein, je pense. Mais ça diminue la fertilité, sans doute. Pour l'instant, c'est modeste, hein, pour l'instant, en termes de diminution de fertilité. Ce n'est pas encore très fort. Ce n'est pas ça qui crée l'augmentation de la stérilité actuelle. Ce qui crée l'augmentation de stérilité actuelle, c'est la sexualité précoce et la sexualité avec des partenaires multiples. Ça diminue la fécondité gravement. Mais les perturbateurs endocriniens, pour l'instant, ça se voit surtout sur les résultats du spermogramme. Près de la bouche. Professeur, si ça rentre dans le sujet, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, développer votre propos par rapport à la sexualité précoce qui selon vous, serait à l'origine serait un facteur très important pour l'augmentation de la stérilité? Et j'ajouterai une deuxième question pour vous libérer le micro, une question qui n'a rien à voir. Est-ce que vous suggériez, si j'ai bien compris au début de votre conférence, que les rythmes, les cycles irréguliers chez la jeune fille avaient un rôle et ça sert à quelque chose? Donc, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas développé le sujet. Si vous voulez bien nous en parler un petit peu, s'il vous plaît. Merci.
Je vais d'abord parler des cycles. Oui, vous avez vu l'installation des cycles progressifs. Vous avez vu aussi que les hormones agissent sur le cerveau. On voit aussi, on suit l'évolution du cerveau chez des jeunes filles au cours des années, et on voit petit à petit la féminisation du cerveau de la jeune fille, en même temps de la masculinisation du cerveau de la jeune fille. Par exemple, la capacité d'empathie, la capacité, vous savez, le fait d'être capable de se mettre à la place d'un autre, c'est-à-dire de penser ce qu'il pense, vous voyez ce que je veux dire? Se dire, tu as l'air de t'inquiéter, tu es en souci pour... ou Isabelle qui se dirait, tu es en souci pour la conférence de ce soir. Ça, c'est une capacité qui arrive assez tardivement. Ça peut s'entendre chez un enfant, mais beaucoup plus rarement que chez quelqu'un de plus grand. Ça se met en place à la puberté, en particulier. Ça se met en place sous l'effet des hormones. Et donc, la manière de se faire du souci des autres chez un garçon ou une fille, ça n'a rien à voir. Et chez une fille, ça se met en place sous l'effet des estrogènes. D'où viennent ces estrogènes? De ces cycles. Vous voyez? Donc, on n'a pas essayé, par exemple, de supprimer les cycles et de les remettre et de voir comment ça change. Ça, non. Mais ce qu'on voit, c'est le parallèle entre les cycles et le développement du cerveau. Ça, on le voit. Avec les capacités d'aptitude, notamment de l'empathie. L'empathie, vous savez, est cognitive et émotionnelle. Cognitive, c'est-à-dire c'est la capacité de savoir ce qui pourrait rendre service à l'autre. Il semble que, par exemple, vous voyez, par exemple, souvent en conférence, et c'est pas une manière de te demander de l'eau, j'en prendrai pas, mais très souvent, je vois quelqu'un qui m'apporte de l'eau. Ça, c'est l'empathie cognitive. C'est-à-dire que, spontanément, il se dit, tiens, il a peut-être soif. C'est l'empathie cognitive. J'ai pas frais, j'ai pas soif. Mais vous voyez, c'est cognitif ça. Et l'empathie émotionnelle. Oh, il doit être fatigué. Ça, c'est l'empathie émotionnelle. Et puis après, c'est comment je réagis lorsque je sens la peine de l'autre. Eh bien, ce développement-là se fait principalement beaucoup à l'adolescence, et ça commence à la puberté, sous l'effet des cycles chez la fille, et sous l'effet de la testostérone chez le garçon. Et nous, la testostérone, elle ne varie pas comme ça. Mais vous avez sans doute remarqué que les garçons, on ne varie pas beaucoup. Au contraire, la femme rentre dans une vie où elle va accepter, se laisser déranger par, justement, des changements. Des jours, c'est le grand enthousiasme, puis des jours, il faut me laisser un peu tranquille, j'ai besoin de me reposer, j'ai envie de lire, etc. Voilà. La femme a cette aptitude d'accepter les variations et cette nécessité, et l'homme au contraire très stable. Et ça s'écrit dans les cycles. Donc ces cycles qui s'installent progressivement, c'est vraiment ce qui va être la vie d'une femme. Donc le cycle féminin sculpte le cerveau. C'est important. La deuxième question, je me souviens plus. Ah, c'est si on donne une grande quantité d'hormones. La deuxième question, c'est si vous voulez bien développer votre propos sur la sexualité précoce, qui oui, c'est ça, est un facteur pour la stérilité. Voilà. Oui, la sexualité précoce, vous comprenez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là qu'on a déjà beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Les maladies sexuellement transmissibles abîment la fertilité. Abîme chez le garçon, ça va abîmer les testicules, les canaux déférents éventuellement, donc les canaux qui transportent les spermatozoïdes, et chez la fille aussi, ça abîme donc ces canaux. La pilule va abîmer l'ovaire. On parle de plus en plus d'ovarites polykystiques, mais c'est l'ovarite polycontraceptif. C'est pas venu comme ça. Il y a des ovarites polykystiques sans contraception. Ce n'est pas la même que celle qui est très fréquente, qui est une conséquence directe de la pilule. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les follicules se développent, mais sont arrêtés dans leur croissance. Ce qui fait que reste la peau du follicule qui fabrique de la testostérone, et donc il y a plein de petites peaux de follicules, la tête externe, qui fait qu'il y a plein de petites cellules à testostérone dans l'ovaire qui vont gêner cette femme.
Donc la pilule a été vraiment une mauvaise idée. On appelle ça la médecine, mais c'est un échec. Hein. Je pense que, disons, dans 50 ans, on ne donnera plus toutes ces hormones, je pense. Parce qu'on trouvera mieux. Hein. On trouvera mieux, c'est sûr. Donc voilà à peu près ce que je ressens comme cause possible. Et puis il y en a d'autres, mais ça deviendra encyclopédique. Merci, on a une question visio. Alors, une personne sur Zoom nous pose cette question. Connaît-on aujourd'hui les conséquences de la prise de contraceptifs à long terme une fois la femme âgée? Les démences et maladies Alzheimer ont-elles un lien? Je ne suis pas un spécialiste de tout, donc je ne voudrais pas dire des choses fausses. Mais je n'ai jamais vu d'article qui serait en faveur d'une augmentation des démences à cause de la contraception. Donc, j'ai jamais lu ça dans des articles sérieux. J'ai quand même lu sur le sujet pas mal. Heureusement. Il n'y a pas de question. Si vous avez une autre question, on prendra après celle. Il y a une autre question aussi en visio, mais allez-y. Oui, moi j'ai une question sur les personnalités quand même différentes de chacun. Et on a quand même voilà, des femmes qui, dans ce que vous disiez, le goût de l'aventure, la prise de risque, la vision globale, etc. Voilà, moi je connais ça chez moi, chez mes filles. Voilà, alors est-ce que ça veut dire qu'en fait on a moins d'hormones féminines naturellement? Voilà, alors je suis mère de famille, mes filles sont enceintes, enfin voilà. Mais à côté de ça... Oui, je vois très bien votre question. Donc les différences qui sont des complémentarités ne sont en rien binaires. C'est-à-dire pas... Vous savez, il y a 124 différences connues significatives entre hommes et femmes. Ça en fait beaucoup, hein, 124. 124 aspects de la personnalité pour lesquels on a une étude statistique qui montre une différence. Mais ce sont des différences en moyenne. Sur 124, par exemple, moi, René, peut-être que j'en ai 80 qui sont très masculines, mais les autres me manquent, vous voyez. Ce qui fait que c'est la richesse des personnalités. C'est la richesse des personnalités, et en plus, on développe surtout une caractéristique si notre conjoint ne l'a pas. Sous-entendu, si, par exemple, moi je vois les qualités d'Isabelle, il ne faut pas que je sois indiscret, bah, du coup, je vais développer des qualités qu'elle a moins. Vous êtes d'accord? Dans une famille, on développe les qualités que l'autre nous montre moins. Tu serais d'accord aussi? N'est-ce pas? Donc en pratique, on n'est pas comme des schtroumpfs. Le schtroumpf grognon ou le schtroumpf... Non, il n'y a pas. Les hommes, ils ont tout ça. Les femmes, ils ont tout ça. Il y a une très grande diversité. Mais en moyenne, on a le cerveau qui va avec notre corps. Sous-entendu, on a les qualités qui vont nous permettre de vivre notre nature de femme ou notre nature d'homme, avec une très grande diversité qui fait la richesse. Dans une famille, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans une famille c'est extraordinaire, la richesse, nous on a le bonheur d'avoir 4 enfants, bon, mais il n'y en a pas de pareils, et donc il y a des traits très masculins, par exemple chez notre fils, peut-être, mais il y a d'autres qualités qu'il a qui surprennent chez un garçon. Hein, qualité d'empathie, par exemple, impressionnante. Vous voyez? Donc en pratique, chacun d'entre nous a aussi du potentiel, des choses qu'on développe parce qu'il y en a besoin. Donc en effet, vous avez bien fait de dire que on n'est pas binaire. C'est des potentiels en fait. On va prendre une question en visio. Alors, question de participants Zoom. Est-ce que la prise de la pilule contraceptive peut avoir des conséquences sur la fertilité des enfants? Je précise, si une femme prend la pilule, est-ce que ses enfants peuvent être impactés? Moi, franchement, j'ai jamais vu de travail qui montre ça. On sait que, vous savez, il y a eu des hormones qui ont été données pendant les grossesses il y a quelques dizaines d'années, qui ont créé chez leurs enfants des troubles, et même chez les petits-enfants.
mais c'est fini depuis belle lurette. On n'utilise plus ces médicaments depuis 50 ans. Donc les médicaments utilisés actuellement, à ma connaissance, n'ont aucun impact qui passe la génération. Tu serais d'accord ou bien? Comme tu es médecin aussi. Donc si tu penses à quelque chose, je n'aime pas. Non, j'ai jamais lu qu'il y ait une conséquence d'une prise de pilule chez la maman qui ait un impact chez l'enfant. Non, jamais vu ça. On va prendre une dernière question parce que vous savez, chez Réseau Vie, on aime bien tenir les horaires parce que vous avez tous une journée sûrement très longue demain. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y en a une en visio? Mais écoutez, parfait, ça me laisse l'occasion déjà de vous remercier beaucoup, professeur Cochard. Je propose qu'on l'applaudisse et qu'on le remercie.